Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence ce soir pour cette conférence donc organisée par le département éducation et motricité sous la responsabilité de Loïc Zerdaili, ici présent. Donc, le département, effectivement, sous la direction de Loïc, a remis en place depuis cette année un cycle de conférences au fil de l'année. Donc il y a à peu près 7 conférences qui vont être organisées sur les différentes années. Et donc dans ces cycles de conférences, on a pour habitude d'accueillir un ou une conférencière. Donc on est ravis ce soir d'accueillir Noémie Drivet, qui sera donc notre conférencière du 23 février. Noémie est professeure d'éducation physique et sportive. Elle a été formée ici même. Elle sort de cette formation. Donc elle est passée par l'UFR STAPS de Lyon. Et puis, suite à son CAPES, elle s'est engagée dans un doctorat. Et donc elle a soutenu l'année dernière, en 2021, en décembre 2021, si mes souvenirs sont bons, c'est ça Noémie, le 10 décembre 2021, elle a soutenu son doctorat sur la construction et déconstruction de l'ordre du genre dans une UFR STAPS. Elle avait déjà publié, avant de s'engager en thèse, elle avait déjà publié un article dans la revue STAPS qui portait sur le travail qu'elle avait fait lors de son Master 2, Master MEF, qui portait sur la question du regard autour de l'hétéronormativité au sein d'une UFR STAPS, avec tout un travail qui avait été fait notamment autour des insultes homophobes, mais aussi du sexisme qui pouvait se développer dans une structure. Donc on est vraiment ravis de t'accueillir ce soir, Noémie, pour nous parler des questions d'égalité entre les femmes et les hommes en EPS, et de questionner finalement une forme de dilemme, je crois que c'est la commande qu'on t'a passée, entre d'une part un discours politique et des injonctions dans le monde de l'EPS qui semblent très favorables autour des questions d'égalité, avec une vraie volonté politique de faire bouger les choses, et puis peut-être une certaine forme de décalage, de paradoxe par rapport à ce que tu as pu observer dans les structures de formation au métier d'enseignant. Tu as à peu près 1h30, Noémie, et puis ensuite on enchaînera par un temps de questions entre la salle et toi. Merci. Super, merci. Merci Cécile pour cette présentation, merci Loïc pour ton invitation, et merci à vous d'être présents et présentes ce soir. Je suis ravie d'être ici pour vous présenter un petit peu mon travail et partager en tout cas avec vous le plus de réflexions possible. Je vais switcher sur l'introduction vu que Cécile a déjà présenté un peu le parcours. Donc on va parler des questions d'égalité en EPS et au-delà aussi comment ça se perpétue, ça se répercute en STAPS. Je voulais déjà vous indiquer pourquoi est-ce que ces questions m'ont intéressée, pourquoi est-ce que je me suis engagée sur ce parcours. C'est dès ma première année de stage en Master 1 en 2014. J'avais un tuteur, professeur d'EPS, qui avait déjà des propos qui étaient sexistes, qui étaient même homophobes, des propos qui dénigraient les filles, des propos qui m'ont questionnée. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même une posture professionnelle qui m'interroge. Dès que j'ai commencé moi-même aussi à donner mes cours d'EPS, dès le premier cours, dès la première semaine, je me suis rendu compte de la prégnance des propos sexistes, de la prégnance des propos LGBT-phobes. Je me suis rendu compte à quel point il était difficile de contenir ce vocabulaire, à quel point il était difficile parfois de mettre en place des idéaux qu'on a, une perception d'égalité qu'on a avec les élèves. Comment on était parfois accaparé par une majorité de garçons dans la classe et qu'on se dit mais ça va pas du tout, je voudrais pas faire ça, et puis au final on n'arrive pas à sortir de ce roulement-là. Donc c'est vraiment des questions professionnelles qui m'ont interrogée dès le début. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un travail quotidien, c'est des propos que je reprends tous les jours dans mon travail. On peut considérer que c'est peut-être un travail de fourmi, un travail de sape, mais je considère vraiment que c'est quelque chose d'essentiel. Et auquel je crois vraiment pour que les choses puissent changer dans le futur. C'est aussi des questions qu'on se pose au quotidien avec nos collègues, parce qu'on se rend compte à quel point c'est facile, sans même s'en rendre compte, sans même le vouloir, de perpétuer des inégalités, des stéréotypes, par facilité, des fois par fatigue. Allez, aujourd'hui on fait foot, j'en peux plus, j'en ai marre. Et en fait, c'est toujours les mêmes schémas qui se mettent en place, c'est les mêmes élèves qui sont sur le terrain, les mêmes qui sont en dehors.
Et parfois on lâche et on voit un peu ce qui se rencontre sans forcément que ce soit vraiment volontaire. La question, c'est donc de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place une EPS égalitaire, une EPS qui diffuse un peu une pédagogie de l'égalité. Alors peut-être, ou peut-être pas, que certains ou certaines d'entre vous se disent que c'est un sujet qui touche le privé, qui est plus militant, qui est engagé, qui n'a pas lieu d'être en tant que prof d'EPS. C'est pas des questions peut-être où on se dit qu'on devrait les aborder, ou peut-être que vous rencontrerez des collègues, peut-être que vous rencontrerez une direction, des élèves, des parents, auxquels il faudra justifier votre posture, vos propos, votre engagement, vos projets. Pardon. Et je me suis perdue. Voilà. Et du coup, bien sûr, aujourd'hui on parle d'égalité. Vous êtes en filière éducation et motricité. Alors la littérature le montre. Souvent, quand on commence, la priorité c'est de gérer la classe, de gérer la mise en activité, de gérer les situations, les contenus d'enseignement, gérer la sécurité, gérer les conflits, etc. Et on peut se dire que c'est peut-être un sujet qui est secondaire et qui viendra après. Et en fait, on se rend compte, et j'espère en tout cas vous le montrer par la suite, que c'est un sujet qui permet de gagner du temps, de gagner en sérénité, qui permet de diminuer les conflits et qui en fait est vraiment essentiel au quotidien dans nos classes. Donc si je vous ai demandé si c'était un sujet qui vous peut-être était personnel, privé, etc., que vous le pensiez ou d'autres le pensent et pourront vous le redire plus tard. C'est pas pour rien. Quand on a fait le mémoire en 2016, donc avec Mathieu Pocard, un autre étudiant, et sous la direction de Cécile Autogali, donc 416 étudiants et étudiantes de Lyon avaient répondu à notre enquête sur l'homophobie en STAPS. Lorsqu'on leur avait demandé s'ils étaient d'accord sur le fait que enseignante d'EPS a un rôle à jouer vis-à-vis de la prévention contre l'homophobie auprès des élèves, c'était un étudiante sur 5 qui nous avait dit qu'il n'était pas vraiment convaincu du fait que ce soit de son ressort d'intervenir, et légèrement moins d'un sur 10 qui considérait de manière catégorique que c'était pas du tout son rôle. Dans la situation où il y a 2 élèves qui s'insultent, du coup, c'est 33% des étudiants qui indiquent qu'ils vont analyser la situation, 5% qui disent qu'au final, ils interviendront pas du tout. Alors, dans le cas où il y a une analyse de la situation, ce qui est intéressant, c'est de voir les justifications. Et à ce moment-là, pour se justifier, c'était de dire que c'est une habitude de langage, c'est des propos, les étudiants et étudiantes qui ont répondu, qui disaient que c'est des propos qu'ils utilisaient eux-mêmes et elles-mêmes, donc ils ne voyaient pas pourquoi ils devraient les reprendre auprès des élèves. Ça pouvait être un élément de justification. C'était aussi justifié par le contexte. Donc c'est une blague, c'est de l'humour, c'est entre élèves, c'est entre amis, etc. Donc du coup, je laisse ces propos. Par la perception de l'intention de blesser, est-ce que c'était des propos qui étaient vraiment véhéments et qui étaient vraiment là pour faire du mal, que c'était vraiment des insultes ou pas. Le rapport amical. Et donc du coup, au final, tant que l'insulte n'était pas vraiment perçue comme une réelle attaque envers les autres élèves, il n'y avait apparemment pas besoin d'intervenir. Ou il fallait pas prendre parti pour pas se faire attaquer en retour. Là-dessus, je trouve ça intéressant. Le fait de dire de ne pas subir en retour, ça montre à quel point c'est aussi important d'en parler en équipe pour avoir un discours commun et au final pas se retrouver seul devant les élèves à en parler, à reprendre pour que les élèves comprennent que c'est tous les adultes de l'établissement qui reviennent là-dessus. Alors cette question où on indique que les étudiants et étudiantes indiquaient que finalement ils ne répondaient pas forcément, se retrouve aussi dans la profession. C'est les travaux de Sigolène Couchot-Siex qui montrent qu'au final ces propos sont très peu repris au niveau des enseignantes d'EPS en place, qu'ils ne se rendent souvent pas compte de la prégnance et de la fréquence de ces insultes dans leurs cours, parce qu'ils sont tellement au quotidien qu'ils sont finalement plus relevés ou même plus entendus du tout. Et donc il y a souvent une absence de réaction. Et pourtant, donc il y a eu une étude internationale auprès de plus de 10 000 jeunes dans des pays principalement anglo-saxons qui montre que ça a des conséquences, puisque c'est 44% des jeunes gays et 28% des jeunes lesbiennes qui ont indiqué que suite à des mauvaises expériences en cours d'EPS, ils s'étaient complètement éloignés des terrains sportifs.
Alors, là, c'est un petit peu la diapo, il y en a un petit peu beaucoup, mais je voulais quand même rappeler un petit point important, que l'on parle dans les textes officiels d'égalité, filles-garçons, femmes-hommes, de mixité, que l'on parle de préjugés sexistes et sexuels, que l'on parle de discrimination, de stéréotypes liés au genre et à la sexualité, des idées reçues, des violences sexistes. Il y a tout un tas de termes qui sont utilisés. De l'école à l'université, donc vraiment de la primaire jusqu'à la fin du cursus, dans toutes les disciplines, dans toutes les situations. C'est vraiment indiqué dans les textes officiels qu'on est tous et toutes concernés, que c'est une obligation institutionnelle. Donc il y a la loi d'orientation, le référentiel des compétences qui s'adresse à tous les enseignants, enseignantes de toutes les disciplines, convention interministérielle, code de l'éducation, les bulletins officiels de l'EPS, du collège, du lycée, général et technologique et professionnel. Ça apparaît dans tous les textes. Alors ces textes, ils permettent, dans le cadre de la mise en place d'un projet, dans la mise en place d'actions, de pouvoir être soutenu, de pouvoir se dire bon bah ok, là je pars pas tout seul ou toute seule, j'ai des textes qui me disent que je suis dans mon droit et que je dois faire ça même. Ça permet de présenter au sein d'un CA, au sein de parents, le projet et de le justifier. Alors après, faut aussi se dire que c'est avoir un recul. Ce sont que des textes, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de moyens, qu'il y a plus d'heures, que ça reste quand même encore à nous de nous en emparer. Alors, quel est le constat finalement aujourd'hui en EPS ? D'abord, je voulais vous présenter ce qui est dit aujourd'hui en EPS dans la littérature rapidement au niveau de 3 points, par rapport à la gestion de la mixité sexuée, par rapport aux interactions entre les enseignants-enseignantes d'EPS et les élèves, et par rapport au barème différencié. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui en EPS ? Qu'est-ce que la littérature scientifique en dit ? Je rapidement sur ce point-là, et après, pour faire le parallèle avec qu'est-ce qui se passe en STAPS, et qu'est-ce que moi j'ai pu analyser lors de mes 5 ans de doctorat sur le comportement en STAPS. Par rapport à la mixité, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que chercheuses et chercheurs en sciences de l'éducation ont montré que la mixité sexuée n'était pas une recette magique apportant une égalité sur un plateau, prête à l'emploi, mais qu'elle pouvait à l'inverse amener à des situations même parfois violentes lorsqu'elle n'est pas anticipée. Alors je voulais reprendre les travaux de Karine Guérandel, qui indique, dans ce qu'elle observe en EPS, une mixité qui est essentiellement ensemble mais séparée, c'est-à-dire une mixité qui ne va pas de soi. Elle observe, quel que soit le niveau de classe, un principe de séparation, c'est-à-dire un principe de séparation physique et sonore, du matériel, des pratiques. Elle indique, elle pose son regard sur qui se met au centre du terrain, qui utilise les meilleures raquettes, qui va sur les terrains les plus élevés, qui court au milieu du gymnase sans respecter les espaces de sécurité, qui truste les voies les plus difficiles en escalade, qui prend le matériel en premier, de manière majoritaire. Bien sûr qu'il y a des filles qui le font aussi, mais dans ses travaux, Karine Guérandel indique que ce sont majoritairement des garçons qui ont ces comportements-là, tandis que les filles, de manière plus majoritaire, se rapatrient vers les espaces périphériques, plus contre les murs ou vers le grillage. C'est un travail que je trouve intéressant, et on verra que ça se répercute aussi, quel parallèle on peut faire en STAPS. Karine Guérandel, elle décrit aussi la mise en scène de la performance, comme avec des garçons qui proposent une performance qui est plus bruyante, qui est plus visible, où on est plus souvent appelé pour valider l'exploit, avec plus de facilité également de tricher face à la difficulté, plutôt que de s'avouer vaincu, d'avouer une faiblesse. Tandis qu'il y a plus de discrétion majoritairement pour les filles, avec plus des filles qui s'éclipsent, qui simulent un investissement quand le prof se retourne, et qui s'arrêtent de courir devant les garçons, qui ont plus de mal aussi par rapport à ça, à courir devant les garçons quand ils sont derrière, ça peut être aussi plus difficile. Et pareil, on reviendra sur ce qui peut se passer en STAPS. Elle rappelle aussi dans la libre constitution des équipes, Karine Guérandel, à quel point ça apporte une ségrégation sexuée totale, où il y a un refus dans ses travaux, ce qu'elle voit, c'est un refus de se mélanger, que c'est toujours les mêmes, les non-sportifs, non-sportives, en situation d'obésité, les plus timides, qui vont être pris en dernier et qui vont être stigmatisés. Juste pour continuer sur la mixité,
les travaux de Cathy Patinet en 2020. Donc elle observe comment les enseignants-enseignantes d'EPS mettent en place la mixité avec leurs élèves. Et ce qui est intéressant, donc elle montre 5 types de mixité. Elle parle donc de la mixité qui est non réfléchie, où en gros la logique de conduite, c'est l'urgence, c'est de gérer les conflits, de gérer les élèves, la mise en place, et surtout d'accéder au contrôle des garçons plus qu'autre chose. Donc la mixité, elle est là parce que dans la classe, il y a des filles et des garçons, mais au-delà, ça ne va pas plus loin. Elle indique aussi, elle reprend la mixité, donc ensemble mais séparés, qu'on a vu avant avec Karine Guérandel, où il y a une attention qui est souvent déséquilibrée envers les garçons, où il y a plus d'attention pour le désordre, les cris, les potentiels conflits, les événements, les sorties de jeu, etc. Elle indique donc aussi une mise en place d'une mixité banalisée, où les contenus sont souvent mis en place pour plaire davantage aux aspirations plutôt des garçons, de manière majoritaire, pour à nouveau les attirer, les intéresser et éviter qu'ils soient en hors-tâche. Une mixité recherchée, où on va passer sur ces fameux aménagements de règles, plus 3 points si c'est une fille qui marque, moins de répétitions pour une fille sur des pompes, une vitesse demandée qui est moins importante. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en confiance et de chercher des interactions entre les filles et les garçons, mais sans vraiment non plus aller sur une mixité réelle. Et la dernière catégorie de mixité qu'elle présente, c'est la mixité réfléchie, où à ce point-là, elle est plus sur le fait de mettre en place des pouvoirs différenciés, réfléchir à comment mettre en place les filles et les garçons ensemble dans un même jeu, toujours en présentant des consignes d'aménagement et d'adaptation. Avec, par exemple, on n'a pas le droit de prendre le ballon aux filles quand elles sont au basket, on limite les dribbles pour certains, etc. Donc c'est toujours avec des règles quand même d'aménagement, et on va voir un petit peu après qu'est-ce que ça peut aussi donner ces règles-là en aménagement. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était les interactions entre enseignants, enseignantes et les élèves, qui me semble vraiment important. Il y a une différence qui est déjà relevée au niveau de la littérature scientifique, c'est au niveau quantitatif. Il y a plus de régulation, plus d'interaction majoritairement avec les garçons. C'est des régulations qui sont plus courtes, mais qui sont plus fréquentes, alors que pour les filles, on a des régulations qui sont moins fréquentes, mais qui vont être plus longues. Et ce qui est intéressant, c'est que qualitativement parlant, on est sur des feedbacks qui sont majoritairement plus sur de la réprimande des comportements, sur les infractions aux règles de vie envers les garçons, plus sur la mise en garde de la discipline. Plus de feedback positif également et d'aide à l'organisation du travail envers les garçons. Ce qui est intéressant, c'est de relier ça un petit peu aux travaux de Sylvie Héral, qui analyse toutes les sanctions dans le collège au niveau du secondaire, et qui indique qu'en fait, toutes ces sanctions encouragent la fabrication de garçons virils dans une attitude sexiste, hétérosexiste, où au final, à chaque fois qu'ils ont ce comportement-là, eh ben, ils sont repris, ils sont mis en avant, et au final, ça valide un petit peu leur statut de caïd, de vrais garçons, entre guillemets, par rapport à leur père. Je voulais indiquer aussi un point que je trouve important et intéressant sur la manière de donner les contenus donc de la part d'enseignants, enseignantes d'EPS aux élèves. Et Martine Vincent, elle montre que majoritairement vers les filles, on est sur des démonstrations totales, des démonstrations où on va être vraiment ciblé sur le corps de l'élève, prends ta raquette comme ça, mets ta jambe comme ça, fléchis tes jambes, et ça va être vraiment ciblé sur le corps avec une interaction vraiment proche de l'élève qui rentre dans la sphère intime, alors qu'envers les garçons, elle montre que c'est majoritairement des retours qui se font par rapport au filet, place-toi comme ça, par rapport au ballon, par rapport à ton adversaire, par rapport au terrain, regarde autour. Et on est beaucoup moins sur des interactions où on va guider complètement le geste, mais on va beaucoup plus laisser place à la créativité, au test, au fait d'essayer et de mettre en place le mouvement par eux-mêmes. Voilà, du coup, c'était juste un petit retour qui montre déjà un petit peu comment est-ce qu'on peut induire plus ou moins de créativité, plus ou moins d'autonomie sur le terrain en tant qu'enseignant, enseignante d'EPS, parfois sans même s'en rendre compte. Dans la suite de ces interactions, je voulais également vous parler des pratiques compensatoires, des adaptations qui sont sexuées et sexuantes.
Qu'est-ce qui est entendu ici? Ce sont tous les aménagements didactiques, je pense que vous connaissez, qui sont dits entre guillemets pour les filles, pour leur permettre de réussir. Alors on y retrouve les points qui comptent double pour les filles, on y retrouve les pompes sur les genoux, on y retrouve les séries amoindries, des barèmes plus faciles, etc. etc. C'est des pratiques qui sont palliatives, qui existent depuis longtemps pour pouvoir remédier au fait que statistiquement les filles ont des moins bonnes notes que les garçons en EPS. Et l'idée, c'est de voir, est-ce que finalement ces pratiques-là permettent réellement de relever les notes et comment est-ce qu'elles peuvent impacter aussi le comportement des élèves. Alors pour rappeler déjà rapidement, ces pratiques-là, ces pratiques avec les barèmes différenciés, c'est des pratiques qui ne sont pas dans le cadre de l'égalité, mais qui vont être plutôt dans le cadre de l'équité ou de l'équivalence, c'est-à-dire que les différences filles-garçons vont être perçues comme des différences biologiques, mais surtout essentielles, qui vont donner le sens aux individus, qui vont indiquer leur rôle, leur place, leurs conditions physiques, les performances qu'ils vont faire, et surtout qui indiquent à quel point il y a une recherche de complémentarité entre filles et garçons pour que ça équilibre au final la société. Alors, que nous dit la littérature sur ces barèmes différenciés? Les travaux donc, de Cécile Vigneron, Vanessa Lantillon et Geneviève Cogérino, entre autres, indiquent que finalement, les barèmes ne résout pas la moindre réussite des filles, ça ne réduit pas forcément les écarts, le fait qu'elles aient des résultats majoritairement inférieurs à ceux des garçons en EPS. Elle rappelle par contre qu'il y a une part importante du curriculum caché, c'est-à-dire la part des apprentissages qui n'apparaît pas forcément dans les programmes, mais qui va quand même impacter les apprentissages, c'est-à-dire le choix des activités physiques sportives et adaptées, le choix des modes d'entrée, le choix des contenus d'enseignement qu'on va mettre en place dans nos cours, le choix des interactions également, enfin la mise en place des interactions. Et elle rappelle aussi dans leurs recherches l'impact de la socialisation sexuée qui est parfois un peu oubliée, où forcément les garçons sont socialement, de manière majoritaire, davantage sollicités pour démontrer leur force, leur puissance, pour exprimer davantage leur potentiel sur les terrains sportifs, tandis que les filles sont plus incitées à restreindre leur motricité pour aspirer à plus de séduction, plus plaire, à ne pas rentrer forcément en compétition, etc. De manière majoritaire, bien sûr. Qu'est-ce que cela renvoie également de demander à des élèves, soit pour les garçons de faire plus, d'aller plus vite, de porter plus, etc., et pour les filles de faire moins. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir que ces barèmes-là, ils favorisent l'intériorisation de l'idée que les filles, elles doivent être aidées, parce qu'elles posséderaient des capacités motrices qui sont moindres, des ressources énergétiques qui seraient limitées, et ça reconduit finalement ce mythe de la fragilité et du sexe faible, et une idéologie vraiment d'une fragilité naturelle. Ça légitime officiellement cette pensée-là, puisque ça vient de l'enseignant, c'est l'enseignant qui propose ces barèmes. Donc du coup, on se dit, ça vient quand même d'une parole un peu adulte, institutionnelle. Donc ça légitime ces différences-là. Ça alimente l'idée d'une bicatégorisation des corps, en se disant les femmes sont comme ceci, les hommes sont comme cela, donc ça alimente les stéréotypes et les préjugés. Et ça alimente également une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire où filles et garçons vont un peu se conforter dans l'idée, si on attend moins de moi, je vois pas pourquoi je ferais plus, et si on attend de moins, je vais faire des performances moindres, si on attend plus, je vais me donner plus pour faire des performances plus. Donc ça impacte concrètement les performances des élèves. Et ces pratiques, elles ont également des répercussions importantes parce qu'en fait, elles ouvrent la porte, elles ouvrent vraiment un boulevard complet aux violences de genre au final, parce qu'en disant aux garçons qu'ils doivent faire des performances plus importantes que celles des filles, à partir du moment où ils perdent, à partir du moment où ils sont derrière dans une course, ça peut amener à des comportements d'énervement, de rage, de violence physique, de violence verbale, voire de désinvestissement complet en ne voulant pas du tout participer pour pas prendre le risque de perdre son statut. Et pour les filles, ça amène aussi à celles qui arrivent à performer, celles qui arrivent à faire des performances qui sont parfois meilleures que les garçons, elles peuvent aussi être victimes de sexisme, être perçues comme garçons manqués, c'est pas des vraies filles, oui mais elle ça compte pas parce que en fait c'est pas vraiment une fille, etc. Et ça peut vite amener à ce genre de comportement.
Au final, Karine Guérandel rappelle que ces barèmes différenciés ne permettent ni aux filles plus en difficulté de rentrer dans le jeu, de s'intégrer à une équipe. C'est vraiment celles qui possèdent déjà un capital sportif qui arrivent à jouer davantage. Et ça permet surtout pas non plus de déconstruire les stéréotypes sexués. Et donc du coup, ça permet pas d'avancer là-dessus avec les élèves. Et ça renvoie plutôt l'idée, si le but d'une fille compte double, ça voudrait dire que c'est un peu une demi-joueuse au final. Et donc ça renforce les stéréotypes. Je vais passer ça et je voudrais juste rappeler, voilà, au final, quand on met en place ces barèmes sexués, peut-être qu'on oublie complètement qu'il y a des différences qui sont issues d'une socialisation sexuée, donc l'accès au sport, l'accès à l'entraînement, l'accès au matériel, les difficultés aussi, les différences économiques, les différences de milieu social, les différences de milieu de vie qui sont plein de facteurs qui vont finalement alimenter des différences de pratiques et qui vont impacter sur les résultats et sur les performances. On oublie également, quand on met en place ces barèmes différenciés, qu'il y a des élèves qui ne s'identifient pas à ces catégories filles-garçons, qu'il y a des élèves non-binaires, qu'il y a des élèves queer, qu'il y a des élèves trans. Et je me rappelle d'une table ronde où il y avait un enseignant de PS qui avait demandé oui, mais moi dans ma classe, j'ai un élève trans et du coup il est en difficulté dans les barèmes que je propose pour les garçons, comment est-ce que je fais, etc. Et moi, je me suis posé la question de, oui, mais est-ce que c'est le seul garçon qui est en difficulté ? Est-ce que les autres garçons ne sont pas aussi en difficulté ? Est-ce que finalement, la question, c'est pas d'avoir proposé un barème pour les garçons qui vient poser une violence et qui est problématique, plus le fait que ce garçon-là se retrouve en difficulté dans son barème. Et je me demande aussi pourquoi est-ce que finalement c'est le critère sexué qui est choisi et pas un autre. On voit dans les grands sportifs qu'on connaît au quotidien, si on regarde Michael Phelps et ses qualités physiques qui sont incroyables, sa taille, sa pointure de pied, si on regarde Teddy Riner qui a une carrure qui est bien supérieure à celle des autres athlètes de sa catégorie, et on leur met pas une catégorie à part en disant eux ils sont aidés par leur nature, etc. Par contre, si on regarde les athlètes femmes qui sont jugées entre guillemets hors normes par rapport à leur catégorie, à partir du moment où elles excellent trop dans leur milieu sportif, alors là on va émettre des doutes sur est-ce que ce sont vraiment des femmes, est-ce que finalement elles ont leur place dans cette catégorie, il y a des tests de féminité, etc. Et alors que les hommes qui sont hors normes dans leur catégorie sont valorisés, vus comme des héros sportifs, etc., il y a certaines sportives qui peuvent être à l'inverse décrédibilisées complètement. Okay. Du coup, l'idée de cette présentation un petit peu, c'était aussi de se dire comment est-ce qu'on peut faire, de se questionner, peut-être qu'on y reviendra après aussi dans le temps de la fin, comment est-ce qu'on peut faire pour aller vers une égalité qui est sans condition, c'est-à-dire qui laisse chacun et chacune garder sa pluralité, s'épanouir, sans penser toujours à l'idée que les filles doivent apporter quelque chose, les garçons doivent apporter quelque chose, toujours dans cette idée de complémentarité. J'ai fait un bref petit tour d'horizon pour essayer d'introduire un petit peu mon propos et sur ce qui se passe en STAPS. Et l'idée, c'est peut-être de voir un peu les parallèles qu'on va pouvoir retrouver au sein des STAPS. Moi, c'était vraiment mon travail pendant 5 ans de m'intéresser en allant vraiment participer à des cours, participer à des week-ends festifs, participer à des cours pratiques, des cours théoriques sur l'égalité également, de voir ce qui se passe en interne auprès des étudiants et étudiantes, avec les enseignants et enseignantes, pour voir un petit peu tout ce qui est banalisé, tout ce qui est souvent décrit comme naturel, et donc du coup qu'on se rend même plus compte quand on est soi-même protagoniste, parce que ça fait partie de notre quotidien, et donc du coup on est parfois aveugle à ce qui se passe. Et donc du coup voir comment est-ce qu'on perpétue, volontairement ou non, les stéréotypes et les normes de genre au sein de la formation en STAPS.
J'ai mis en place mon approche mon immersion en STAPS via 3 approches différentes. La première approche, c'était vraiment les temps et milieux associatifs festifs, donc le week-end d'intégration, le congrès national de l'ANE STAPS, une analyse avec des affiches, des données chiffrées sur qui est élu au bureau, qui est président-présidente, qui est secrétaire, trésorier, trésorière, etc. Une analyse aussi via donc 46 cours d'activités physiques, sportives et artistiques et des enseignements théoriques donc, sur l'égalité avec 8 cours observés. Et en plus de ça, donc, il y avait 93 entretiens avec des étudiants et étudiantes et 17 enseignants-enseignantes pour pouvoir aussi parler et discuter de ce que j'ai pu observer et discuter du quotidien et du ressenti des protagonistes principaux sur ce qui se passe en STAPS. Alors, à partir de ce recueil de données, comment est-ce que, au final, je peux dire que c'est un lieu qui participe ou non à la construction de l'ordre du genre, où étudiants et étudiantes performeraient, reproduiseraient et renforceraient le système et les normes de genre, les stéréotypes par leurs actions. Alors, j'ai un premier temps d'analyse où je vais me concentrer davantage sur ce qui se passe par rapport aux garçons, de manière sans vouloir de manière majoritaire, on va dire, sans cibler forcément tous les garçons, mais certains garçons. Il apparaît dans un premier temps que les étudiants vivent un peu dans un boys club. Le boys club, c'est défini par Martine Delvaux pour dire que c'est un laboratoire finalement où se développent et se fabriquent les virilités au détriment des autres corps. Pourquoi est-ce qu'on dit que je prends cette image-là pour décrire les STAPS ? Déjà parce qu'il y a une domination qui est quantitative. Alors là, c'était des chiffres de 2019-2020, je ne me suis pas remise à jour. En 2019, il y avait 32% d'étudiantes dans le STAPS de Lyon de manière générale. Ça reprend les chiffres des STAPS au niveau national. On est autour des 32,5-33% en STAPS en national. Et en interne, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, dans les filières de diplôme universitaire de préparatrice physique, donc la deuxième barre, elles sont que 8%. Dans les filières de gestion, développement des organisations sportives et loisirs, elles sont 14%. Dans la filière de la licence entraînement, 21%, 25% en management, 27% en DUST, activité physique de pleine nature, et 34% en éducation et motricité. Et si on veut que les étudiantes soient majoritaires, il faut aller sur les filières, donc la licence activité physique APA, la licence professionnelle santé, vieillissement, activité physique adaptée, le master EGALAPS où elles sont plus de 80% en 2019-2020 et 93% en éducation somatique. Donc on est vraiment sur une ségrégation professionnelle où on a davantage les étudiantes sur les métiers du care, du soin et les étudiants plus sur les métiers de la performance, de la gestion auprès du sport de haut niveau également. Au-delà du point de vue quantitatif, il y a aussi une domination plutôt qualitative qui s'exprime par différents processus. Si on a cet enseignant qui indique que les STAPS, pour lui, ça représente un peu une cage aux ours, un peu une zone de rut. Si on a cette étudiante qui nous dit que voilà, elle a plutôt affaire à des mâles alpha dominants, eh ben, c'est peut-être pas pour rien. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces propos ? Pourquoi est-ce que ces deux personnes-là, mais d'autres, indiquent ces faits-là ? On va voir que finalement, c'est par certains étudiants leaders affirmés qui sont plus visibles, qu'il y a une posture vraiment de masculinité hégémonique qui est mise en avant au sein des STAPS. Alors d'abord, le premier point, c'est à travers une grammaire qui est plutôt masculine. Une grammaire masculine, c'est quoi ? C'est de dire que la majorité des étudiants se présentent comme étant chez eux, à l'aise, ils le montrent, ils se font remarquer, ils occupent le territoire, ils occupent l'espace, ils sont au centre, ils ne sont pas du tout dans les périphéries des terrains, et ils ne s'excusent pas d'être présents. Et l'idée, c'est de dire aussi qu'ils sont au centre de l'attention. Ils sont leaders du rythme, c'est eux qui lancent les danses, c'est eux qui lancent les jeux, c'est eux qui lancent les défis lorsque j'ai pu observer les week-ends d'intégration. C'est vraiment l'idée que c'est eux qui leadent principalement le rythme des événements.
Lors des cours théoriques, j'ai remarqué aussi dans les observations que c'est eux qui sont majoritairement, pas tous bien sûr, hein, mais plutôt à l'arrière. À l'arrière, ce qui donne un peu un sentiment de contrôle visuel, ou davantage dans des postures relâchées, un peu nonchalantes, les jambes écartées, allongées, debout si tout le monde est assis, assis sur un petit rebord plus surélevé alors que tout le monde est plutôt en bas. Vraiment dans une posture un peu plus désinvolte. Cette mise en avant et cette présence vraiment se remarque aussi par différentes actions qui sont des actions qui sont vraiment répétées, des actions qui sont visibles, des actions qui s'arrêtent jamais, donc siffler, cracher, rôter, se moucher au sol, se battre dans les couloirs, se battre pendant un cours, se lancer des objets au milieu d'un gymnase, à travers tout le gymnase alors que les autres sont en train de travailler, chanter à tue-tête en plein milieu d'un cours, taper dans les mains, jouer au tennis en plein milieu du couloir de l'UFR STAPS, se cogner au mur, se porter, danser au milieu d'un cercle, se faire applaudir, etc. Vraiment à chaque fois des comportements qui sont répétés, qui sont volubiles, qui sont bruyants et qui peuvent perturber le bon déroulement des cours. Mais en tout cas, c'est des comportements qui souvent font rire aussi. C'est des comportements qui attirent l'attention et qui peuvent aussi enlever l'opportunité aux autres de s'exprimer. Et marquant à nouveau un peu ce qu'on a vu au niveau du secondaire, dans la continuité des travaux de Sylvie Héral, cette idée de fabrication entre guillemets des garçons, où il faut se faire remarquer, faire rire, être vulgaire, montrer sa liberté par rapport aux cadres pour faire partie en fait du groupe. Dans la poursuite de ce que j'ai pu observer, par rapport au comportement majoritaire des garçons, c'était aussi une nudité qui était vraiment une nudité exacerbée, une nudité qui est très facile, une nudité qu'on peut remarquer fréquemment. Alors cette nudité, ça peut être dans les événements festifs de manière individuelle, d'enlever son t-shirt, d'enlever son pantalon, se retrouver en caleçon pendant tout un week-end. Ça peut être également une nudité qui est imposée par des chansons. Alors s'il y en a certains et certaines qui ont déjà fait des week-ends d'intégration, il y avait la fameuse chanson La danse du Limousin. La danse du Limousin, ça commence par cibler un étudiant. En tout cas, quand je l'ai observé, il n'y avait pas eu d'étudiante ciblée. À qui on demande, le Limousin a dit enlève ton t-shirt, le Limousin a dit enlève ton pantalon, le Limousin a dit enlève ton caleçon, le Limousin a dit si t'es fier d'être un stapsien, tape dans tes mains, etc., etc. Et c'est des chansons qui étaient répétées comme ça pendant tout le week-end. C'est aussi bien sûr une nudité qui se manifeste lors des cours pratiques. Alors lors des cours, on peut remarquer dans les vestiaires, dans les couloirs, sur le stade, dans les gymnases, beaucoup d'étudiants qui se changent très facilement en dehors du vestiaire, un peu de partout dans l'UFR STAPS. Il suffit de passer, en tout cas à l'époque où je faisais mes observations, je passais une journée et je voyais toujours des étudiants se changer n'importe où. C'est aussi un vestiaire à ciel ouvert. C'est-à-dire que le vestiaire des garçons dans le bâtiment du STAPS qui est derrière était toujours ouvert également. Donc du coup, c'est aussi des étudiantes qui me disaient oui, mais nous, à chaque fois qu'on passe, on voit tout le temps le vestiaire ouvert. Ça peut aussi gêner certaines et certains. C'est aussi un dénudement qui était un peu plus accentué par les garçons. Je prends des exemples tout simples, mais le fait de tout le temps relever son t-shirt pour venir s'essuyer le visage, le fait de tout le temps laisser son t-shirt retomber quand on est en train de faire l'ATR. Et ça, c'est des comportements que je retrouvais beaucoup moins chez les étudiantes. Il y en avait beaucoup moins qui se le permettaient. Il y en a beaucoup moins qui se permettaient de se changer au milieu du gymnase, de laisser retomber leur t-shirt. Je voyais vraiment les étudiantes prendre plus le temps de mettre le t-shirt à l'intérieur du pantalon, etc. Et il y avait moins cette permission-là, ou en tout cas cette nudité perpétuelle. Alors voilà, ça c'était une citation d'une étudiante en Master 2 qui disait voilà, les mecs en caleçon, on le voit tout le temps, et d'où les hommes prennent ce droit-là, alors qu'on n'a pas forcément tout le temps envie de voir tout le monde à poil. Et c'est une vraie question à se poser quand on est dans le quotidien, de se dire est-ce que là, je ne vais pas aussi aller à l'encontre de l'intimité des gens qui m'entourent en me dénudant. Sur le point de vue de la nudité, ça se poursuit aussi à travers le langage. Alors j'ai appelé ça le langage des testicules.
Parce que lors des journées que j'ai pu passer au sein des STAPS, c'était vraiment, à travers le langage, une exacerbation totale de l'anatomie, et sans aucune gêne, les testicules, ou plus couramment, entre guillemets, les couilles, étaient utilisés à tout va, dans tout type de situation, comme s'il fallait tout le temps rappeler leur présence, comme s'il fallait tout le temps y faire référence, tout le temps indiquer qu'on en avait, et comme si pas un jour, pas un seul cours ne pouvait passer sans qu'on y fasse référence. Sans que certains y fassent référence. Donc voilà, j'ai indiqué, voilà, est-ce que c'est finalement comme un tic de langage, en mettant un petit peu donc, des citations de ce que j'ai pu observer. Au-delà du tic de langage, c'est aussi un contact fréquent, le fait de mettre les mains dans son caleçon, le fait de se toucher tout le temps, sur un stade de foot, dans un stade de rugby, sans aucune gêne. C'est aussi des dessins, des représentations. Alors des dessins, c'est un enseignant qui m'indique, bah voilà, j'arrive dans la salle et en fait ils ont dessiné des gros sexes sur les vitres. C'est des représentations quand je suis au week-end au congrès national de l'ANESTAPS, où avec des verres, il y a un énorme pénis géant qui est dessiné avec des gobelets en plein milieu d'une salle. C'est toujours sans cesse rappeler que il faut en avoir, on fait partie du groupe si on en a, et sinon on fait pas vraiment partie du groupe. C'est aussi un langage qui est hétérosexiste, un langage qui est sans cesse en train de dénigrer les filles. Il se fait froisser par une meuf, un langage homophobe, un langage qui vient pas forcément des étudiants, mais qui peut venir aussi de certains enseignants. Tu acceptes qu'une fille te domine comme ça et te soumette, par exemple. C'est aussi des phrases qui m'ont particulièrement étonnée. Donc c'est le « ta mère » en haut. J'ai mis des petites astérix parce que je trouve que c'est quand même des propos qui sont violents. Et les jeux des ta mère, moi j'ai découvert ça quand j'ai fait le week-end d'intégration. Donc je vous laisse en prendre connaissance en haut à droite de la diapositive. Quand j'interrogeais les étudiants qui les disaient, donc ça c'était un jeu pendant l'élection de Mister Staps, où il fallait à l'applaudimètre donner le ta mère qui faisait le plus réagir le groupe. Donc plus c'était homophobe, plus c'était sexiste, plus c'était grossophobe, plus c'était raciste, et plus ça faisait réagir le groupe, et plus ça alimentait du coup les applaudissements. Et c'était cet étudiant-là qui pouvait passer à l'étape suivante et qui était sélectionné. Quand j'ai interrogé les étudiants sur mais ces phrases-là, qu'est-ce que tu en penses, etc., et ben en fait, on me disait souvent, oui, mais ça, c'est des propos que j'ai toujours entendus au rugby, dans la cour de récréation, etc. Et en fait, c'était complètement banalisé et ça paraissait même plus surprenant que ça ait lieu. Du coup, par rapport à ce langage-là, l'idée aussi, c'est de se demander, plus loin, est-ce qu'on peut réfléchir sur l'histoire des mots utilisés, sur leur performativité, sur le pouvoir que ces mots ont sur certaines personnes, sur leur signification. Et en fait, peu d'étudiants et étudiantes que j'ai interrogés sont vraiment questionnés sur qui énonce les injures, à partir de quelle position dans les rapports de pouvoir, avec quel privilège. Et l'idée, pourtant, c'est de voir que c'est un langage qui a une performativité, donc qui a le pouvoir de blesser, qui a le pouvoir de faire mal, et qui symbolise finalement des figures qui sont repoussoires, comme l'homosexualité et la féminité, dont il faudrait s'éloigner en fait pour faire partie de ce groupe. Il en ressort pourtant des conséquences, c'est une mise à l'écart des corps qui sont plus fragiles, en dehors du moule un peu hétéronormatif, comme cet étudiant qui nous indique, des fois même j'en pouvais plus, je pleurais. C'est un étudiant qui était en spécialité foot en première année. J'en pouvais plus, j'en avais marre, je commençais à me sentir nulle et à me dire « ouais mais je sers à rien, t'entends toujours, t'es trop maigre, t'arrives pas à pousser, tu parais une fille ». Et du coup, il y a vraiment pour lui l'idée d'abandonner, l'idée d'arrêter, l'idée de changer de spécialité, ça l'avait vraiment poussé à bout, le fait de toujours se faire reprendre pendant tous les cours, des petites boutades, des petites blagues, etc., mais qui finalement, pour lui, étaient vraiment violentes. Pour les étudiants gays aussi, il ressort une invisibilité totale, une solitude même pour certains. Parce que finalement, quand il y a des insultes, souvent c'est le rire qui prime, et
ça cache derrière vraiment cette idée qu'il y a un tabou derrière l'homosexualité, qui entoure l'homosexualité, qui apparaît qu'à travers les blagues, qu'à travers les injures, le dénigrement, via les gestes ou les contacts physiques. Mais ces contacts homosexuels, ils sont toujours là pour faire rire, pour se montrer, pour animer, mais sans jamais que ce soit vraiment pleinement assumé comme des gestes tendres, des gestes simples, des gestes d'amour. Quand j'étais au week-end d'intégration, il y avait plein de chansons, plein de moments où il y avait des gestes avec des simulations de sodomie, des gestes vraiment très forts, très importants, et c'était toujours pour dénigrer, toujours pour mettre l'ambiance, etc. Mais toujours avec des insultes derrière, etc. Du coup, l'idée, c'est quand même de questionner cette ambiance, de questionner ce climat et de se dire que ça a un impact et que ça montre que, bien sûr, les étudiants qui sont gays peuvent être présents en STAPS, gays ou pas d'ailleurs, c'est pas parce qu'ils sont gays qu'ils sont touchés, mais même les autres peuvent être touchés par ces commentaires. Mais l'idée, c'est que voilà, il faut toujours s'accrocher, il faut accepter les remarques, il faut pas être susceptible, il faut vraiment avoir la capacité de devoir s'imposer et de devoir faire sa place. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il en est finalement de la place pour les étudiantes ? Donc j'ai repris le propos de Réjeanne Sénac en disant les non-frères, pour faire un peu en opposition avec le fameux Boys Club. Et l'idée qu'on vient de dire de s'imposer, faire sa place, dans mes observations en STAPS, je l'ai un peu retrouvée également. L'idée, c'est que voilà, face aux propos, face aux blagues, face aux remarques, vaut mieux faire le dos rond, vaut mieux rire, plutôt que d'être accusé d'être rabat-joie, de ne pas être drôle, d'être féministe, d'être mal baisé, etc. Tout ce genre de remarques qu'on peut retrouver à partir du moment où on reprend les insultes. Et du coup, il y a vraiment aussi plusieurs processus qui viennent se mettre en place et qui viennent alimenter cette construction des corps comme différents entre étudiantes et étudiantes. Alors, cette construction, elle commence par la mise en place des barèmes différenciés, des consignes différenciées, des adaptations sexuées. On en a parlé en EPS, mais quand j'ai observé les STAPS, je m'en suis aussi rendu compte qu'il y en avait également énormément. Alors, ça peut être, par exemple, des agrès qui sont différents en gymnastique, la barre parallèle ou la barre fixe pour les garçons, la barre asymétrique pour les filles. Ça peut être des compétences communes en hand, en foot, en rugby, mais avec des exigences qui sont moindres pour les étudiantes. Ça peut être en rugby le fait de mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Les filles qui sont moins nombreuses dans le groupe se retrouvent qu'à 8, donc sur un terrain beaucoup plus réduit, avec un temps de jeu moindre, quel que soit au final le gabarit, même s'il y a une étudiante qui est dans un gabarit beaucoup plus petit et une étudiante bien plus important, la sécurité n'était pas mise en jeu. L'idée, c'était de mettre les filles d'un côté, les garçons de l'autre, peu importe le gabarit. Mais donc, du coup, avec des impacts sur la pratique, le temps de pratique. Jouer sur un terrain de 10 mètres par 10 mètres, c'est pas la même chose que de 50 par 50. C'était aussi, par exemple, en musculation, demander aux filles de tenir 50 secondes la tête au-dessus de la barre pour avoir un 20, et pour les garçons, c'était 1 minute 12. Demander de porter c'était 55% au développé couché pour les filles, puis pour les garçons, c'était 80%. Alors qu'on parlait du poids du corps, donc au final, si c'est au poids du corps, on peut se dire que ça équilibre, chacun son poids du corps, etc. Donc il y a vraiment plein d'exemples que j'ai pu observer où à chaque fois il fallait mettre moins de force, moins de vitesse, des exigences qui étaient moindres en termes de compétences, moins d'impact, toujours ces phrases où il faut faire attention surtout. Donc le sexisme bienveillant n'a vraiment de bienveillant que son nom. L'idée c'est de voir derrière qu'au final c'est prendre soin comme si les filles étaient fragiles alors que pas forcément. Donc là, c'est un propos en rugby qui est vraiment plutôt dans le cadre du paternalisme. C'est-à-dire, les filles, elles sont à effectif réduit, il faut que je les protège, il faut que je fasse attention, et je fais encore plus attention avec les filles. C'est aussi développer le mythe de la fragilité avec ces étudiantes qui disent, moi j'ai l'impression qu'on me considère comme étant une fleur, comme s'il fallait toujours attention, comme s'il fallait toujours pas trop taper. Alors qu'au final, elles se pensent aussi compétentes et capables de faire plus.
C'est aussi des étudiantes qui intègrent complètement ça. Alors ça vient pas forcément que des STAPS, c'est une socialisation sexuée qui date aussi de long terme, avec le PS, avec le sport, avec la société. Et voilà, qui me disent, en fait, moi j'aimerais bien être meilleure, j'aimerais bien réussir à les dépasser, mais en fait c'est pas possible, je peux pas, j'y arriverai pas. Et puis aussi, c'est des étudiantes qui se sentent complètement humiliées, qui se disent mais moi je suis capable en fait de faire plus, je suis capable d'avoir des haies à la même hauteur. Je me rappelle, c'était une athlète et pour le CAPEPS elle me disait mais c'est complètement humiliant déjà. Elle se retrouvait séparée de son groupe d'amis parce qu'elle avait plus les mêmes haies, donc elle était plus sur le même parcours. Et en plus elle trouvait ça complètement humiliant d'avoir des haies qui étaient très basses et qui étaient peut-être des haies à une hauteur de cadet pour la fédération d'athlétisme. Et elle qui était athlète de haut niveau, elle me disait mais pour moi j'ai même pas eu besoin de m'entraîner, c'est comme si c'était du plat quoi. Donc du coup, ça a aussi un impact sur les étudiantes. Dans la continuité de comment se construisent les corps différents, il y a aussi cette idée, on va voir qu'il y a des images qui peuvent être perpétuées et qui vont valoriser certains corps, une certaine féminité, vraiment... je vais vous montrer à travers une analyse des affiches des soirées STAPS du BDE. Je reviendrai un petit peu également sur l'histoire. L'idée, c'est pas juste de lancer les affiches comme ça, mais de voir un petit peu quelles ont été les affiches à un certain temps, qu'est-ce qu'elles sont aujourd'hui et quelle est l'évolution. Comment est-ce que ça a évolué. Alors, pour présenter un premier exemple d'affiche, l'idée, dans toutes les affiches que j'ai analysées, c'était vraiment de voir que les étudiantes, quand elles étaient montrées selon 4 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des femmes sportives mais sexy. La deuxième catégorie, c'était vraiment cette infantilisation, tout en sexualisant le corps des femmes. Je reviendrai un petit peu après sur les détails. La troisième catégorie, c'est les femmes sexy tout court. Il n'y a pas de côté sportif, on est juste sur le côté sexy et sexuel. Et la quatrième catégorie, c'est le côté femme guerrière, femme un petit peu dominatrice. Et donc à chaque fois, on a des accessoires, donc là un peu des mitaines, le képi. On a à chaque fois une tenue qui est très dénudée, très courte, les mains qui touchent tout le temps le corps, qui relèvent un vêtement. Des accessoires qui sont très sexualisants comme la sucette qui est dans la bouche donc de la jeune fille avec un côté très infantilisant, les petites couettes, le seau, la pelle, les jambes qui sont arquées. Une posture qui est on ne peut plus suggestive sur notre affiche de la golfeuse en haut à droite, les jambes écartées, le club de golf entre les jambes, les bouches qui sont à chaque fois légèrement entrouvertes. On a aussi des corps qui sont tout le temps les mêmes au final. C'est des corps qui sont blancs, les cheveux qui sont longs, qui sont détachés, des corps qui sont fins où il n'y a aucune musculature qui est apparente, une poitrine qui est toujours mise en avant, des hanches qui sont très marquées. On a même, si vous regardez sur la jeune fille, sur le côté, les marques avec laine qui accentuent encore plus la sexualisation. On a aussi des phrases qui peuvent marquer les corps et qui peuvent accentuer cette hétérosexualisation des étudiantes. Avec cette affiche de soirée STAPS, une c'est bien, deux c'est mieux, à comprendre quand même de manière assez connotée, avec des femmes qui sont quasiment entièrement dénudées. Et donc ça, on est sur des affiches qui datent d'avant 2014. Ça, c'est que des affiches qui étaient avant 2014. En 2014, il faut savoir qu'il y a eu 2015, il y a eu la première étudiante qui a été élue présidente du BDE de STAPS, donc, qui avait été créée en 1991, donc il a fallu attendre longtemps pour qu'il y ait une présidente. C'est à partir de 2014 puis en 2015 que ça s'est mis en place, le fait de dire bon, ces affiches ça suffit, on arrête là. Il y a eu des remous, il y a eu des résistances, surtout de la part majoritairement des anciens entre guillemets du BDE qui disaient non mais ça ces affiches c'est notre identité, c'est notre culture, c'est notre image, les gens ils nous reconnaissent grâce à ça et c'est des affiches qui fonctionnent, c'est des affiches qui marchent donc on doit les garder. Donc au final, à partir de là, après 2014, il y a majoritairement eu des affiches qui représentent plutôt des bonhommes fictifs comme des mignons ou alors des foules où on ne voyait pas vraiment qui y avait à l'intérieur ou alors juste des accessoires sportifs sans qu'il y ait vraiment de corps qui soient utilisés.
Mais je ne les ai pas toutes reprises, mais il y en a quand même certaines qui continuent à reprendre des stéréotypes. Alors là, j'en ai repris une de 2019. C'était la dernière avant le confinement. Alors, on est toujours sur la même thématique. Les deux femmes qui sont à genoux, jambes écartées, la poitrine bien marquée. Les hommes qui sont au-dessus, jambes écartées, beaucoup plus imposants, beaucoup plus agressifs. Et aussi, on peut se questionner bien sûr sur le fait que c'est la toute première fois qu'il y a des corps qui sont métis ou noirs qui sont mis en avant et que c'est uniquement parce que c'est une soirée funky. Donc il y a plusieurs un petit peu relations de pouvoir qui se croisent au travers de ces affiches et qui sont intéressantes. Et moi, j'aurais pu vous les mettre, mais il y a d'autres affiches qui sortent encore sur les soirées sur la Saint-Valentin où c'est constamment un garçon, une fille qui sont représentés. Il y a toujours des petits éléments auxquels peut-être les étudiants et étudiantes ne sont pas sensibilisés, ça passe à la trappe, même s'il y a des efforts, il y a toujours des choses encore qui ressortent et qui sont peut-être à améliorer. Du coup, on a parlé des affiches. L'idée, c'est aussi de montrer qu'à travers les chansons, il y a une sexualisation du corps des étudiantes qui se met en place. Et là, pareil, sur ces chansons, donc c'est des chansons que j'ai entendues au week-end d'intégration, donc en 2017, pardon. Je vous laisse en prendre connaissance. C'est des chansons qui étaient criées vraiment à tue-tête, qui étaient dites de manière vraiment répétée, volubile, debout sur les tables, en continu pendant tout le week-end. Et en fait, à partir du moment où je questionnais les étudiants et étudiantes sur le sens de ces chansons, sur est-ce que ça te dérange pas un petit peu ce qui se dit, etc. C'était toujours la même chose. Oui, mais c'est des blagues. Oui, mais on est entre nous. Oui, mais c'est une culture STAPS. Oui, mais ça existe depuis toujours, etc., etc. Je reviendrai vraiment sur ces procédés pour se dédouaner un petit peu de ce qui est dit et dire, mais en fait, c'est pas de notre faute. Donc voilà, on voit des chansons où elles sont présentées soit uniquement par leur sexe, où elles sont aussi toujours objet de plaisir, mais où il n'est jamais question de leur plaisir, de leur désir, de leur consentement. Du coup, cette construction aussi des corps différenciés, elle se manifeste également dans un sexisme quotidien que j'ai pu observer dans les différentes interactions. Alors, ça peut être par une hétérosexualisation constante des corps, donc ce qu'on a pu voir dans les affiches, dans les chansons, mais aussi dans les remarques perpétuelles au sein des cours. Par rapport à un regard sur leur nudité au sein du week-end d'intégration, le fait que les garçons se dénudaient moins, selon leurs propos, était une avancée sur l'égalité, et ce qui était important, c'était que les filles se dénudent... Pardon, je me trompe, pardon. Ce qui était important, c'était une avancée de l'égalité, c'est que les filles se dénudent moins. Mais par contre, le fait que les garçons se dénudent toujours autant, c'était pas du tout questionné. Mais c'était important que les filles se rhabillent, ça c'était quelque chose qui marquait une avancée sur l'égalité. Voilà, c'est des étudiantes qui rapportent des sifflements dans des amphis quand elles viennent habillées en jupe, quand elles viennent habillées en robe. Des remarques perpétuelles sur les tenues, soit c'est trop masculin, soit c'est trop féminin, soit c'est les cheveux qui sont pas coiffés, soit c'est trop coiffé. Des étudiantes qui font part aussi d'une drague qui est très lourde, qui est très insistante, qui va parfois beaucoup trop loin lors de soirées, dans les amphis, sur les réseaux. Et face à ça, c'est certaines qui vont trouver un peu des espaces de réchappe, des espaces de sécurité. Par exemple, dans la spécialité danse, il y en avait qui disaient « mais quand j'étais en spécialité danse, je pouvais souffler, j'étais enfin tranquille, j'avais plus ces regards, j'avais plus ces remarques, etc. » Du coup, c'est vraiment cette idée qu'il y a une triple injonction. Il ne faut pas être trop féminine, il ne faut pas être trop masculine, mais il faut quand même être performante malgré tout, et il faut quand même montrer qu'on a sa place en tant que sportive. Donc l'idée, c'était de dire, voilà, il y a des remarques sur... ça, c'était un propos que j'avais entendu dans un couloir. Une fille qui venait s'entraîner, il y a tellement de testostérone, c'est vraiment moche. Donc il y a vraiment ce procès de virilisation face aux étudiantes qui paraissent trop musclées, qui seraient trop performantes. Il y a aussi celles qui font face au label lesbien, c'est-à-dire, voilà, là, l'étudiant nous indique si elle a la voix grosse, si elle a les cheveux courts, c'est aussi selon la tenue, etc. Toujours avoir un petit peu cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui disent, attention, là, ça veut dire que tu dépasses les limites et tu n'es plus vraiment dans le cadre de ce qui est attendu de toi.
C'est aussi des étudiantes qui racontent qu'elles se prennent de remarques. Voilà, on l'a comparée à un ogre, une animalisation même, par rapport au fait qu'elle était grande, qu'elle avait une voix grave, qu'elle était musclée, costaud, etc. C'est aussi voilà, des étudiantes qui disent qu'elles-mêmes se moquaient entre elles parce que voilà, elle avait mis des talons, du coup... il y a vraiment un stigmate aussi vers les filles qui vont être jugées trop féminines et qui du coup seraient plus dans les codes des STAPS non plus. Donc c'est, en tout cas dans ce que j'ai remarqué, des étudiantes qui disent qu'il faut à chaque fois un peu être sur un fil et pas mettre un pas ni trop à droite ni trop à gauche pour pas se faire reprendre par les autres. Par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai pu observer dans les comportements, l'idée c'est de voir aussi qu'est-ce qui est proposé comme formation en STAPS, qu'est-ce qui est mis en place, quels contenus sont apportés, comment est-ce qu'on parle de ces sujets-là, comment est-ce qu'on casse les stéréotypes, comment est-ce qu'on remet en question ses propres préjugés, comment est-ce qu'on propose aussi aux étudiants et étudiantes de réfléchir sur les futures pratiques professionnelles pour pouvoir mettre en place une pédagogie de l'égalité en EPS et voir vraiment qu'est-ce qui se passe en STAPS. La première chose, c'est l'idée de voir, je m'arrête sur vraiment ce que j'ai observé donc jusqu'en 2021, la marginalité des cours qui sont proposés. Les cours qui sont proposés, en 2021, on pouvait compter un TD de 2 heures en L1 sur les stéréotypes dans l'orientation professionnelle, 2 CM en L2, 2 CM et 2 TD en éducation et motricité en L2, des heures en master enseignement également, des interventions qui viennent ponctuer certains cours par des enseignants-enseignantes qui sont persuadés de leur de leur nécessité, des heures qui sont vraiment finalement perdues au milieu des maquettes de formation, qui touchent pas forcément toutes les promotions, qui sont parfois renvoyées à des créneaux facultatifs, qui sont parfois tronqués en disant bon finalement c'est là qu'on va mettre l'évaluation, donc cette heure-là elle durera plus qu'1 heure au lieu de 2. C'est des heures où certains étudiants et étudiantes aussi se désinvestissent complètement et ne viennent pas parce que dans certains cours la présence n'est pas obligatoire parce que c'est mis sur le dernier TD. Donc voilà, vraiment l'idée c'est de se dire que c'est des heures qui sont un peu perdues. Alors on peut parler bien évidemment de la formation EgalAPS qui vient un petit peu dénoter par rapport à ces petits morceaux de cours, qui est une formation qui est unique en Europe, où il y a cette fois-ci tout un contenu, tout un master entièrement dédié, entièrement dirigé vers la lutte contre les stéréotypes, contre les discriminations, contre les inégalités, et où des étudiants et des étudiantes s'insèrent pour pouvoir justement dire stop, dire mais en fait moi j'en ai marre de ce système sportif-là, je veux pouvoir proposer quelque chose, je veux qu'on m'apporte des billes pour me dire ce que je fais dans ma pratique en EPS, dans l'entraînement, dans la gestion de ma ligue, de ma fédération, ça va pas, et je veux qu'on m'apporte des solutions finalement pour avoir un nouveau regard et une nouvelle manière de faire. Au-delà du fait qu'il y a peu de cours, ce qu'il faut aussi questionner, c'est le contenu de la formation. L'idée, c'est quand même de dire que donc c'est pas toujours des cours qui sont donnés par des enseignants-enseignantes qui sont formés. Donc c'est aussi parfois des collègues qui se retrouvent en difficulté, voire même en souffrance, avec des thématiques qui sont indiquées comme sensibles, comme vives, comme difficiles à mettre en place, avec des réactions étudiantes qui peuvent être parfois virulentes et difficiles à gérer. Du coup, l'idée c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui met en difficulté les enseignants-enseignantes, j'ai envie d'insister là-dessus aujourd'hui, dans la mise en place de ces cours sur l'égalité. Pourquoi est-ce qu'il y a des résistances finalement et quels sont les arguments qui sont toujours utilisés et qui font qu'il y a des résistances étudiantes qui est nécessaire de dépasser. Alors dans ces cours sur l'égalité, on peut entendre des discours naturalistes face aux barèmes différenciés. Voilà, le fait de dire que finalement, oui, il y a des barèmes différenciés parce que c'est impossible de faire sans. À moins de doper les filles, on ne pourra pas réguler ça.
c'est aussi des discours qui vont justifier les barèmes différenciés en disant oui, mais il y a des études, il y a des scientifiques qui ont travaillé là-dessus, et donc du coup qui justifient le fait qu'il y a des statistiques, il y a des moyennes, mais qui montrent que de manière statistique, les filles et les garçons n'ont pas les mêmes performances, mais sans prendre en compte à nouveau les conditions d'entraînement, les conditions d'accès au matériel, toute la discrimination d'accès aussi aux pratiques pour les filles. C'est aussi une justification des barèmes par un discours fédéral sportif, des étudiants et étudiantes qui viennent dire oui, mais de toute façon, dans ma fédération, dans la fédération d'athlétisme, n'importe quel sport, c'est comme ça se passe comme ça. Donc du coup, c'est normal que ça se répercute ainsi en EPS. Et puis c'est aussi une culture commune qui est tellement intégrée, qui est tellement assimilée qu'au final ça paraît normal que ça continue et qu'on se dise moi je vais continuer à mettre ça aussi en place dans mes cours de PS parce que ça a toujours été comme ça à l'école primaire, ça a toujours été comme ça au collège, au lycée, ça continue en STAPS. Il y en a même qui me disaient oui mais ça continue même pour les barèmes d'accès au CAPEPS. Et donc du coup, au final, c'est pas très juste que nous, on nous demande de mettre en place des barèmes qui soient plus différenciés, alors qu'il y a toujours ça qui est en place, même dans la formation. Dans les résistances également, et de ce qui se fait en formation, qui fait aussi que les cours sur l'égalité sont difficiles à donner, qui fait que les enseignantes peuvent avoir des difficultés aussi dans les discussions, c'est qu'il y a de nombreuses résistances qui viennent toujours justifier les propos, rationaliser les positions, minimiser un petit peu l'impact des actions. Alors ça peut être... j'ai listé un petit peu, vous verrez qu'il y en a beaucoup des arguments pour se justifier. Voilà, l'idée de dire que l'égalité, elle est déjà acquise, qu'elle est déjà là, on est en 2023, c'est bon, on nous en a déjà assez parlé, il n'y a plus besoin d'en parler. C'est aussi ce mythe du progrès continu. L'égalité va arriver, il suffit d'attendre. Nous, on est une nouvelle génération, ça va venir. Comme s'il n'y avait rien besoin de faire et que l'égalité allait arriver d'elle-même. C'est aussi... un déni de reconnaissance du système de genre, un déni de scientificité des études de genre. Donc c'est ne pas du tout reconnaître le fait qu'il y a des chercheurs, chercheuses qui travaillent là-dessus, qui montrent que il y a une socialisation sexuée, qui montrent qu'il y a des impacts, des différences qui naissent de par une socialisation sexuée différente, de par des interactions, de par des libertés d'accéder au sport, des libertés d'accéder à certains vêtements, certaines postures, etc., qui impactent aussi les vies. C'est aussi minimiser les faits de violence, dire mais c'est bon, c'est quand même pas si grave que ça. C'est aussi dire oui mais c'est quand même mieux, avant c'était pire, ou en médecine c'est pire, donc nous en STAPS au final c'est pas si grave que ça. C'est aussi toujours faire rappel, oui on fait ça, on dit encore ces chansons, mais c'est parce que ça a toujours existé en fait, c'est une culture, c'est une tradition, donc en fait on perpétue simplement ce qui a toujours existé. C'est aussi toujours dire oui mais c'est de l'humour, c'est une blague, c'était pour rire. Et ça, c'est quand même aussi un argument qui est souvent utilisé. Donc la banalisation, le fait de dire oui, mais c'est parce qu'on est entre étudiants. Donc du coup, on est entre pairs et on pourrait se permettre de dire ces choses-là. Rappeler toujours, donc ça va un peu avec la banalisation, le côté bon enfant. Le fait de dire oui, mais ça, c'est la culture lyonnaise. Il y avait beaucoup ça par rapport aux chansons où c'était Lyon contre Saint-Étienne, un peu les chansons de foot, où il y avait beaucoup de propos homophobes. Oui, mais ça, c'est la culture lyonnaise. Oui, mais ça, c'est notre identité locale. L'escalade de la victimisation, c'est dire oui, mais il y a toujours pire, dans tel pays c'est pire, pour un tel c'est pire, c'est pas si grave. Le fait de dire aussi oui, mais les hommes aussi, en dénigrant finalement, sans prendre en compte le propos qui est indiqué sur les discriminations envers les femmes. C'est aussi des résistances qui passent par le désintéressement, le fait de ne pas venir au cours, le fait de ne pas vouloir participer, le fait de rester en retrait. Et c'est aussi, bien sûr, également la lubie de la nature, de dire oui, mais en fait, c'est quand même, malgré tout, les filles sont, malgré tout, quoi qu'on en dise, les garçons sont. Ça, c'est aussi un alibi qui est utilisé un petit peu passe-partout. Et tous ces processus, au final, toutes ces résistances, elles alimentent le fait de rester aveugle aux micro-violences, à tous ces processus qui viennent séparer les corps, qui viennent les hiérarchiser et qui viennent leur assigner des places.
au-delà des résistances étudiantes, bien sûr, il y a aussi des résistances du corps enseignant qui sont à dépasser. Des résistances forcément qui viennent quand certains enseignants pensent que l'homophobie en STAPS c'est un mythe, que les inégalités ne sont pas scientifiquement fondées, que les cours sur l'égalité sont idéologiques, que parler de discrimination c'est quelque chose qui est exagéré et qui n'a pas lieu d'être, que les filles sont pas du tout discriminées et lésées en STAPS mais jouissent plutôt d'une position de chasseuse sexuelle et auraient plutôt un panel de garçons à leur service, que les lesbiennes sont acceptables uniquement si elles embrassent des valeurs de féminité, mais sinon c'est pas vraiment acceptable, que certaines filles ensemble sont appelées à rester discrètes, à pas s'embrasser devant l'amphi-STAPS, mais plutôt à faire ça en dehors des STAPS. Voilà, quand certains enseignants-enseignantes utilisent eux-mêmes des propos sexistes et hétérosexistes, bien sûr que ça alimente également cette banalisation, ça alimente le fait que finalement ça fait partie d'un cadre sonore, ça fait partie vraiment d'une habitude et on se questionne moins là-dessus. Donc sur le plan de la formation, bien sûr qu'il y a au niveau quantitatif un combat qui est mené par des enseignants-enseignantes pour qu'il y ait plus de cours, mais il y a aussi au niveau qualitatif un point de vue important sur être formé pour pouvoir avoir la bonne posture, pour pouvoir bien réagir, pour pouvoir avoir des données, avoir quelque chose à redire à toutes ces justificatifs, toutes ces argumentations que j'ai listées juste avant. Je suis un peu en avance ? Ok. Juste pour finir, j'espère que je n'ai pas trop parlé, je voulais juste rappeler vraiment l'importance de la formation comme un moyen d'émancipation, un moyen d'élévation pour un milieu sportif où finalement chacun et chacune pourra trouver sa place, tout le monde pourra s'engager sans crainte. C'est une chance finalement de pouvoir former des acteurs et des actrices conscients et conscientes des violences qui nous environnent. Que c'est incontournable d'être formé, de prendre du temps, de lire, de s'informer pour pouvoir sortir des schémas genrés et stéréotypés, pour innover, pour laisser place aussi à cette diversité de corps, à cette diversité d'identité, à égalité de valeurs et de droits. Il me semble pas vraiment possible, en tout cas, que le STAPS, que la formation, que nous-mêmes, on s'accroche à une organisation qui est sexuée, où on scinde d'un côté les femmes, d'un côté les hommes, de façon très rigide et très binaire, alors que on voit bien qu'il y a toute une jeunesse queer qui se dessine et qui arrive. On voit bien qu'il y a des athlètes qui sont trans, qu'il y a des athlètes qui sont intersexes, mais qu'il y a aussi des élèves, des étudiants, des étudiantes, des sportifs et des sportifs du quotidien, qui seront sur nos futurs terrains, qui seront sur les gymnases, dans les STAPS, dans l'EPS. Et au final, on ne peut pas vraiment rester aveugle à ces réalités-là et à ces vies et à ces corps qui existent. Je considère qu'en tant que futur prof d'EPS, c'est vraiment une chance, c'est vraiment un espace privilégié, les cours d'EPS, pour avoir un espace de parole, un espace d'action, pour pouvoir vraiment impacter vos futurs élèves, leur proposer un futur modèle, une autre manière de faire. Et je me rappelle d'une amie qui m'avait dit en master, oui, mais si on commence à s'arrêter à toutes les insultes, à tous les mots, finalement on s'arrête tout le temps et on fait que ça et on peut plus faire court. Oui, mais au final, est-ce qu'on laisserait vraiment passer des insultes racistes ? Est-ce qu'on accepterait qu'il y ait ce genre de propos dans nos cours ? Je sais pas, je pose la question, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de laisser passer ces propos ? Moi, je considère pas du tout que c'est une perte de temps. Je considère pas que c'est quelque chose qui va prendre du temps sur mon cours, mais à l'inverse, je pense que c'est quelque chose qui me fait gagner du temps après, qui me gagne en sérénité, qui me gagne en confiance pour les élèves, le fait d'avoir un espace de pratique où ils sont sereins, où ils peuvent pratiquer, ils peuvent s'impliquer. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été et j'espère qu'il y aura de nombreuses questions pour qu'on puisse échanger ensemble.